Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes le 26 mai 2023, il est 10h10 en France et 17h10 au Japon. Et nous voilà ensemble comme chaque vendredi environ 10h midi pour un nouvel épisode de Soft Power, votre matinale pop culture hebdomadaire engagée dans laquelle on fait un point critique sur l'actualité de la semaine passée. Le tout sur fond de musique d'animé, vous commencez à en avoir l'habitude, histoire de vous faire découvrir ou redécouvrir au passage des noms des compositeurs ou des compositrices encore trop souvent méconnus du grand public. Cette semaine, on va parler de quoi ? On va revenir sur l'événement MAPPA Stage 2023, la grande messe du studio d'animation MAPPA qui décidément plus que jamais se rêve comme le futur studio numéro 1 du Japon. Et il y aura à boire et à manger, vous verrez. On va discuter un peu de la fin de la série The Flash, la série du network CW que vous connaissez probablement pour leurs nombreuses séries qui ont très souvent l'air d'être des continuités de Smallville sous acide. Fin de The Flash qui pourrait également marquer la fin du network CW. Je vous en reparle tout à l'heure. On va parler e-sport avec une possible grève historique qui se profile à l'horizon dans le monde de League of Legends. On va parler de quoi d'autre ? On va parler aussi de la plateforme de streaming Disney+, qui a décidé de mettre une bonne partie de son contenu à la benne, ce qui est assez fou. On va voyager un petit peu au Japon pour discuter audiovisuel, mais aussi pour discuter spoiler. Mais vous le savez, moi je suis un homme qui aime les choses simples, et quand je vois que ça fait bim bam boum, je peux pas me retenir de commencer l'émission par la désormais traditionnelle bande-annonce de la semaine, qui devrait à vous aussi vous mettre une petite claque. Littéralement, c'est parti. To stop doing this, Sam. เขารู้ว่าผมต้องการเงิน On essaie d'acheter le terrain sur la plage. มีปัญหานิดหน่อยนะ มีคนที่ให้ราคาดีกว่าคุณ Tu travailles à l'aéroport, c'est ça? Tu fais passer quelque chose pour moi et t'as ton terrain. Tu fais ton taf comme d'habitude, tu changes strictement rien. I'm gonna find them. Do you know this little girl? Des claques, des beignes, des bourre-pifs, des marrons, des tartes, des nions, des baffes, des châtaignes, des mandales et pas mal de crochets. C'est ce que nous a dévoilé cette semaine la première bande-annonce de Faringue, un revenge movie français réalisé et écrit par Xavier Jans, le réalisateur de Frontières, de Hitman et de 3 chouettes épisodes de la série Gangs of London. Xavier Jans enfin de retour au cinéma de genre après avoir commis le très oubliable et que je fais tout pour oublier Budapest de 2018 avec Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe, après lequel mes nuits n'ont plus jamais été les mêmes. Et pour mettre à bien son retour à la maison, Xavier Jans s'est entouré de Gilles Porte à la photo après avoir travaillé avec lui sur Budapest, de Guillaume Le Mans et de Magali Rosito en support au scénario, mais surtout du coordinateur de cascade, Jude Poyer, une pointure du genre qui avait déjà travaillé avec Donnie Yen sur la saga Hitman, avec Van Damme sur Piège à Hong Kong, ou même encore avec Jackie Chan. Bon, c'était pour le film Le Médaillon, mais quand même, Jude Poyer, avec qui Xavier Jans avait déjà travaillé sur Gangs of London, la série britannique de Gareth Evans, le réalisateur des films The Raid dont a l'air d'être très inspiré ce film Faringue, justement, quelle parfaite boucle d'inspiration. Faringue, donc, qui, dans la plus pure tradition des revenge movies, va nous raconter l'histoire de Sam, interprété par Nassim Liz, qu'on avait déjà pu apercevoir dans Made in France, mais aussi dans Mineur 27 de
de Tristan Arouet, un ancien détenu qui s'est enfui en Thaïlande après avoir tué un homme en légitime défense, évidemment, nous précise le synopsis. Thaïlande où il refait sa vie et fonde une famille jusqu'au jour où il se retrouve en prise avec la mafia locale, bien décidé à le forcer à la loyauté. Et vous comprenez bien que tout ça va se terminer en histoire de vengeance, puisque Sam va partir venger les siens et poursuivre la mafia dans toute la Thaïlande, et surtout leur mettre des grosses patates comme ça, mise en scène par Jules Poyet. C'est pour ça que mon cœur bat, évidemment. On retrouve également au casting Olivier Gourmet et Vitaya Panringam, qu'on avait déjà pu apercevoir dans Only God Forgives avec Ryan Gosling. Et je dois dire que ça fait du bien, mais alors que ça fait vraiment du bien de voir des films d'action français ambitieux dans des salles de cinéma. En ce sens, Farang, même s'il n'est pas tout à fait le seul, marque un espoir de retour à ce que le cinéma français pouvait apporter dans les années 60, 70, 80, avec ses héros solitaires et désabusés mis en scène par Verneuil, par Lautner, par Melville, mais aussi avec nos Belmondo, nos Jean Reno, capables autant de couvrir des comédies d'action avec l'As des As que des actionneurs sensibles et torturés à la Nikita. Il faut dire que rattrapé par le cinéma américain, par l'inflation des coûts de production, par la rationalisation des choix de projet, vous allez beaucoup entendre le mot rationalisation aujourd'hui, et par la captation de tout un genre par la gigantesque société EuropaCorp de Luc Besson, le cinéma d'action français s'était rapidement fait tout petit, en dehors de quelques projets EuropaCorp, justement, comme Taken, comme Le Transporteur, comme Le Baiser mortel du dragon, comme From Paris with Love, qui sont pour certains d'eux de chouettes films de genre, mais dont on peut légitimement se demander ce qui les différencie de productions 100% américaine, à l'image du faramineux projet Valérian et la Cité des Mille Planètes, dont le gigantesque échec au box-office, à la hauteur de son ambition démesurée, avait accéléré la revente d'EuropaCorp au fonds d'investissement Vine Alternative, un fonds d'investissement américain. Les chiens ne font pas des chats. Et après la crise de 2008, et avec toujours plus de rationalisation des coûts, on pouvait légitimement craindre que le cinéma d'action français ne se résume qu'à du direct ou DVD filmé dans le jardin de votre cousin un soir d'été entre deux merguez. Mais ça, c'était sans compter sur Netflix qui, dans un mouvement dual de recherche d'archétypes du genre action pour alimenter sa plateforme et de production d'œuvres étrangères, s'est mis à donner sa chance à des réalisateurs pour des projets ambitieux. Ça a donné Balles perdues 1 et 2 de Guillaume Pierret avec Alban Lenoir qui, s'il ne révolutionne pas le genre action, marquait déjà un retour nerveux, efficace et modernisé de la France dans le cinéma d'action, même si on peut reprocher à ces films d'adopter une grammaire très américaine. Balles perdues 1 et 2, une série de films qui avait cartonné sur Netflix, puisque le premier avait été vu par 37 millions de spectateurs à travers le monde, et qui avait permis la remise en chantier et la production d'autres films d'action français au budget plus important, toujours sur Netflix, dont récemment A.K.A. que vous avez peut-être vu, de Morgane Dalibert, toujours avec Alban Lenoir, un film assez moyen et reçu comme tel par la critique, mais surtout un énorme succès commercial, encore une fois, puisque le film a pris la tête du classement Netflix dans 79 pays, y compris aux États-Unis. Des succès qui permettent progressivement à la machine à uppercut de se relancer, mais j'espérais personnellement, un peu secrètement, que ce cinéma d'action français actuellement made in Netflix sorte du cadre de la plateforme de streaming qui aujourd'hui se la joue un petit peu EuropaCorp à la française, et je mesure tout à fait le paradoxe de ce que je viens de dire, et je persiste et je signe, évidemment. Et c'est chose faite avec ce Farang de Xavier Jeans que j'ai très hâte de découvrir en salle pour toutes ces raisons, et dont j'espère le succès surtout partout, pas seulement en France, en espérant que sa distribution sera à la hauteur de l'enjeu, histoire d'ouvrir un petit peu plus grand une brèche qui semble désormais suffisamment ouverte pour que s'engouffre un petit bout de cinéma d'action français ambitieux que je souhaite sincèrement, et que je souhaite d'autant plus que dans la tradition de The Raid, mais aussi de John Wick, avec Keanu Reeves, un petit acteur qui monte dans le silence des médias. Ces films d'action sentent la sueur, sentent l'huile de vidange et tapent sur des chorégraphies réalistes qui n'ont pas besoin de se remplir d'effets visuels, de ralentis et de crescendo musicaux pour pallier l'indigence de leur mise en scène et de leur chorégraphie. Bref, Farang de Xavier Jeans, c'est quelque part un petit phare pour le cinéma de genre français. Sans doute que j'en attends beaucoup trop, mais c'est si rare que je ne bouderai pas mon plaisir. Farang, ce sera le 28 juin prochain dans les salles françaises, et ça va cogner. 2023 on Disney Plus. It's going to be quite a year. New stories. This is just the beginning. Definitely. New faces. Peter Pan? Were you expecting someone else? And some familiar ones too. Hang on.
Like this handsome fellow. A little over the top, don't you think? There's only one place that's home to all of this and so much more. Disney Plus. Si vous aviez prévu de regarder ce week-end la série Willow, adaptée du film du même nom avec votre abonnement Disney+, déjà arrêtez ça tout de suite, vous n'êtes pas venu pour souffrir, et ensuite ça risque de devenir tout bonnement impossible, puisque selon les informations du magazine Deadline, Disney+ a entrepris de faire table rase d'une grande partie de son catalogue, avec pas moins de 80 titres qui vont quitter la plateforme dès aujourd'hui, et ce sans sommation. C'est assez fou dit comme ça, mais c'est d'autant plus spectaculaire qu'une partie non négligeable des œuvres qui vont être supprimées sont des contenus originaux Disney, parmi eux précisément la série Willow, mais aussi la série documentaire avec Jeff Goldblum ou encore la série Artemis Fowl. Tout ça, c'est poubelle, et une poubelle d'autant plus profonde qu'il n'est pas du tout dit que ces séries atterrissent quelque part et qu'on puisse même les revoir un jour, puisque la revente à d'autres plateformes ne semble pour le moment pas du tout être une priorité. On ne sait d'ailleurs pas encore si ce qui concerne pour l'instant le catalogue américain va toucher également le catalogue des autres pays, même s'il y a fort à parier qu'un mouvement similaire se produise dans les mois à venir. Une suppression massive de contenu là, comme ça, dont les conséquences sont semble-t-il prévues par les dirigeants de Disney qui s'attendent à observer une baisse drastique de la valeur de leur contenu d'1,5 à 1,8 milliard de dollars. Et la grande question, vous l'aurez compris, c'est pourquoi ? Officiellement, et selon Christine McCarthy, directrice financière du groupe Disney, c'est parce que la technologie du streaming coûte cher, très cher, et que la plupart de ces séries ont été soit des échecs patents, soit des retours sur investissement très modérés, qu'il apparaît plus sage de les sortir du catalogue pour rationaliser les coûts. Et oui, la fameuse rationalisation des coûts qui revient nous hanter chaque semaine dans Soft Power. Ce qu'on nous dit peut-être un petit peu moins en revanche, c'est que malgré les conditions désastreuses des travailleurs culturels qui y bossent, ces plateformes sont tout de même tenues de verser un minimum de droits d'auteur aux créateurs, aux producteurs des séries, aux producteurs de films. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois à Soft Power, quoi de mieux pour rationaliser les coûts que de les supprimer, tout simplement, puisque pas de série, pas de versement, pas de versement, pas de versement. Pratique. Et puis, il y a aussi la gestion stratégique du catalogue. Dans un monde de streaming où le récent prime toujours, il faut que les nouvelles séries, les nouveaux films, les nouvelles productions maison prennent systématiquement le pas sur l'ancien et qu'elles ne s'y diluent pas pour des raisons de communication, pour des raisons de promotion, mais aussi pour des raisons de conservation d'un modèle de capture des nouveaux abonnés. Ce à quoi s'ajoutent les problématiques de paralysie du choix, de confusion, mais aussi de stratégie éditoriale, etc. Bref, on n'en sait pas plus que ça pour le moment. On sait que la rationalisation des coûts et la centration autour de quelques franchises fortes, c'est le nouvel apanage des plateformes de streaming qui font face depuis des mois à des importantes baisses d'abonnés. Moins 2,4 millions d'abonnés en fin d'année dernière pour Disney, moins 4 millions depuis le début de cette année, c'est énorme. Mais aussi pour faire face à la perte de confiance des investisseurs qui ne voient plus autant qu'avant les plateformes streaming comme l'Eldorado du divertissement de demain. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines pour les services streaming Paramount+, mais aussi HBO Max, puisqu'il faut rappeler que fin 2022, le service HBO Max avait aussi annoncé la suppression de plusieurs séries de son catalogue, Westworld, Minx, Love Life, pour en refourguer une partie sur son futur service Max, évidemment, mais aussi pour en supprimer simplement une partie totale à la Disney pour la sainte rationalisation des coûts si recherchés actuellement. Et c'est encore plus vrai pour Disney que le roulement de PDG avec le retour de Bob Iger aux manettes a opéré un changement de cap pour le groupe en s'éloignant du tout streaming de Bob Chapek qui avait par ailleurs la réputation de bien pipoter les chiffres engendrés par la plateforme pour pousser celle-ci au maximum. Bref, un début de crise pour ces plateformes de streaming qui se découvrent un plafond de verre et qui pour le moment réagissent comme elles savent le faire le mieux, c'est-à-dire sur le court terme, évidemment sans prendre en compte les travailleurs culturels et en mettant à la poubelle au passage la question de la conservation des œuvres. Et du coup, si vous voulez quand même voir Willow ce week-end, dépêchez-vous, après ce sera peut-être trop tard. But now, the Nebula Award for Game Writing goes to Elden Ring. Jeux vidéo cette semaine, enfin presque, avec une très courte news, puisqu'on a appris il y a quelques jours que le jeu vidéo Elden Ring, le jeu de l'année dernière, au succès monstrueux du haut de ses 20 millions de ventes, avait remporté le prix Nebula dans la catégorie écriture de jeu. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, le prix Nebula, c'est un prix littéraire américain considéré comme l'un des prix les plus prestigieux dans le domaine de la science-fiction et de la fantasy. C'est un prix qu'on compare souvent avec le prix Hugo, un autre prix prestigieux majeur qui récompense les
catégories science-fiction et fantasy. Mais le prix Nebula est lui décerné par les pairs, c'est-à-dire par d'autres écrivains rassemblés sous la bannière de la Science-Fiction and Fantasy Writers of America, la SFWA, ce qui confère au prix un certain aura, voire une certaine forme de légitimité que peu d'autres récompenses ont. Et de nombreux auteurs classiques ont reçu le prix Nebula. On peut penser à Frank Herbert, on peut penser à Neil Gaiman, à Ursula Le Guin, à Arthur C. Clarke et j'en passe et des meilleurs, mais aussi à George R.R. Martin, l'auteur de la saga Le Trône de Fer, par 2 fois pour la catégorie nouvelle longue. Et c'est précisément la présence de J.R.R. Martin au scénario d'Elden Ring qui permet au jeu de recevoir le prix Nebula pour l'écriture de jeu, puisque le prix n'est normalement décerné qu'à des auteurs américains, et que le jeu est le produit de la collaboration entre Hidetaka Miyazaki, le créateur de la série Dark Souls, et donc George R.R. Martin. Petite filouterie, mais pourquoi pas, parce que oui, le soft power, ça se joue aussi dans la remise des prix pour des œuvres culturelles, évidemment. Et ce prix pour Elden Ring nous rappelle tout d'abord à quel point le jeu était exceptionnel à tout point de vue. Si à 40 ans on est fan de Dark Fantasy et qu'on n'a pas fait Elden Ring, on a probablement raté notre vie. Mais pour être un petit peu plus sérieux, le fait de primer Elden Ring, un jeu à la narration extrêmement cryptique où quasiment tout passe par le game design, le level design et la narration environnementale, ça rappelle et met en avant à quel point la grammaire du jeu vidéo peut se différencier de celle d'autres médiums auxquels on compare encore trop souvent. Et ce prix nous rappelle aussi, je crois, il faut le dire, que on commence enfin à considérer le jeu vidéo sérieusement sous tous ses aspects. En ce sens, le prix Nebula d'écriture de jeu n'est pas sans rappeler l'ouverture d'autres prix aux jeux vidéo récemment. Vous vous souvenez peut-être à titre d'exemple qu'on avait déjà parlé dans l'émission de la reconnaissance des bandes originales de jeux vidéo par les Grammys Awards. Reconnaître le jeu vidéo, c'est précisément pour ça que le prix Nebula de l'écriture de jeu avait été créé en 2018. C'est encore très récent. Un prix pour les acteurs, pour les auteurs du jeu vidéo qui travaillent souvent dans l'obscurité, tout en produisant certains des récits les plus riches que l'on puisse trouver dans le divertissement populaire actuel. Et en établissant cette catégorie, la SFWA avait reconnu que le développement technologique avait rapporté avec lui de nouvelles formes de narration. Si on peut reconnaître qu'elle avait été un petit peu frileuse la première année avec la récompense de Black Mirror, Bandersnatch sur Netflix, vous vous souvenez, cet épisode interactif de la série Black Mirror qui trichait un petit peu avec les représentations qu'on a habituellement autour du jeu vidéo. Cette année, c'est donc Elden Ring qui repart avec sa récompense, un action RPG pur et dur, connu pour sa difficulté et pour sa cible résolument gamer avec des gros tatouages de gamer. Et ça, c'est plutôt cool. Une bonne nouvelle, je crois, pour l'industrie du jeu vidéo qui gagne là en maturité et en reconnaissance bienvenue. Et une bonne nouvelle aussi, évidemment, pour la reconnaissance de nouvelles formes de narration en attendant les futurs prix Nebula, Thread Twitter, GTA RPZ et pourquoi pas la catégorie jeu en réalité alternée sur TikTok. En tout cas, très sérieusement, moi, je l'espère. Je vous propose d'aller au Japon pour rester dans les news comme ça, rapides, puisqu'elle fait écho à un mouvement de fond dont je vous parle à Soft Power depuis la première émission, à savoir la volonté grandissante ces dernières années de plusieurs pays de renforcer sérieusement leur Soft Power à travers le monde, volonté qui se traduit notamment dans le milieu de l'audiovisuel par une large augmentation des financements et des incentives à venir tourner dans le pays même. On avait parlé, vous vous souvenez peut-être, du Royaume-Uni et de ses nouveaux crédits d'impôt. On avait parlé du rapport de l'Arabie Saoudite au cinéma, on avait parlé des récents investissements du Qatar dans le champ culturel, et nous revoilà désormais au Japon, puisque le pays a annoncé lancer un grand chantier, un grand programme d'incitation à la production pour des projets de films, pour des projets de séries télévisées et pour des projets de séries en streaming haut de gamme. L'incitation est ouverte aux projets cinématographiques et télévisuels internationaux à grande échelle, qui dépensent au moins, nous dit-on, 3,6 millions de dollars en coûts de production au Japon, ou encore 1,4 million si les coûts totaux de production dépassent les 7,2 millions. Je vous passe les détails, c'est un peu compliqué, mais l'idée, on la comprend bien, c'est de pêcher les grosses carpe-coilles de l'étang audiovisuel, de toucher les cadors du grand, du petit et du très petit écran. Et c'est pas tout à fait une nouveauté pour le Japon, qui avait déjà commencé à travailler son soft power de ce côté-là avec d'autres programmes similaires d'incitation qui avaient pu bénéficier à certains longs métrages importants comme G.I. Joe, Snake Eyes ou encore China's Detective
3. Bon, on n'avait pas dit, ça aurait été peut-être bien de vérifier aussi les projets, peut-être pas seulement leur montant, évidemment, mais plus récemment, on peut souligner que le Japon avait participé au financement de la série HBO Tokyo Vice, une série adaptant la vraie vie romancée du journaliste Jake Edelstein au Japon, dont la première bande-annonce m'avait semblé d'ailleurs bien meilleure que le reste de la série, mais aussi au financement de Gran Turismo de Sony Pictures, dont on a parlé il y a quelques semaines, et au financement de l'attendu projet Sunny, une comédie noire portée par Rashida Jones du studio A24, décidément très très à la mode ces derniers temps. Et si j'ai trouvé peu d'informations sur le sujet, je vois mal comment le Japon n'aurait pas aussi mis des billes dans les productions récentes Netflix qu'ont été Alice in Borderlands et ou Sanctuary, ce qui est toujours un peu compliqué à déceler, puisque les plateformes de streaming demeurent assez opaques quant à leur financement. Et je ne parle même pas de la série First Love aussi sur Netflix, parce que là, une fois n'est pas coutume, c'est de l'eau tellement l'implication du Japon dans le financement est transparente. Ce nouveau programme de financement du Japon se veut encore plus agressif que les précédents, a fortiori qu'il s'agit d'un programme national et non plus d'un cumul de programmes régionaux comme ça a pu être le cas par le passé. Le Japon se mettant enfin à la page de ses voisins asiatiques. Enfin, c'est ce que nous dit précisément Luriko Sekine, secrétaire général de la commission des films japonais. Nous avons, je la cite, nous avons enfin obtenu une incitation à faire des œuvres sur le thème du Japon, des œuvres au Japon, faisant ainsi la promotion du pays à travers le monde. En tout cas, cette ambition, c'est ce qui est annoncé conjointement par cette commission précisément et aussi par l'organisation japonaise de promotion de l'industrie visuelle. Et il faudra pour le moment les croire sur parole, puisque le montant des financements mis à disposition pour les productions étrangères n'ont pas encore été révélés et devraient se dévoiler davantage courant juillet. Un programme d'incitation qui fait sens pour un Japon qui essaie de retrouver la dynamique de croissance du nombre de films produits dans le pays, qui avait connu un pic important en 2019 en période pré-Covid, avant de se faire paf le Covid et de remonter depuis doucement d'année en année, mais aussi pour un Japon qui chaque année passant semble prendre conscience de ses réserves massives mais encore latentes de soft power, en plein boom, en plein climat de réception critique et publique positive d'œuvres tournées dans le pays qui ont connu leur succès à l'étranger récemment, comme en témoigne, j'en parlais il y a quelques secondes, comme en témoigne Alice in Borderlands, qui a été classée dans le top 10 des séries les plus populaires sur Netflix pendant plusieurs semaines, et ce dans 40 pays différents. Et puis ça fait sens pour un Japon qui saisit que tout ça c'est aussi une affaire de gros sous, et qu'avec des budgets moyens, en moyenne 10 fois inférieurs à leur variante américaine, il peut être un peu difficile de se donner le luxe audiovisuel de ses ambitions pour mener à bien son soft power. Bref, vous voulez continuer à voir les adaptations scandaleusement horribles des mangas Bleach et de Fullmetal Alchemist? Non, parce que moi je veux plus ça, plus jamais. Et pour ça, il faut des sous, du savoir-faire, de l'envie, une politique culturelle publique digne de ce nom et des structures entraînées et performantes permettant de faire le lien entre tout ça. Et ce programme, c'est précisément une nouvelle pièce dans la borne d'arcade du jeu Soft Power, dans sa version japonaise cette fois-ci. Rendez-vous dans quelques années pour en observer les détails. Ce mardi a eu lieu le MAPPA Stage 2023, un événement spécial organisé par le studio d'animation MAPPA, un studio qui en quelques années est devenu un incontournable absolu de la scène d'animation japonaise, la scène d'animation japonaise et pas que, en produisant des œuvres extrêmement populaires comme Yuri on Ice, Dororo, Garo, Chainsaw Man, Dorohedoro, Jujutsu Kaisen Zero, qui ont été des succès, qui a été pour ce film-là un succès monstre, absolument monstrueux en salle, la seconde saison de Vinland Saga ou encore les dernières saisons de l'Attaque des Titans. Et ce n'est donc pas du tout étonnant que le petit studio d'animation fondé en 2011 par Masao Maruyama, un ancien producteur du studio Madhouse, soit devenu désormais une gigantesque machine produisant chaque année entre 4 et 8 nouvelles saisons de séries d'animés et des films pour le cinéma, visant à devenir, s'il ne l'est pas déjà, le plus gros studio d'animation du pays. Et c'est dans ce cadre qu'on ne peut pas vraiment s'étonner que le studio offre régulièrement un MAPPA Stage, comprenez un gros événement qui vise à présenter les prochaines sorties du studio ainsi qu'à célébrer les œuvres passées et actuelles. Un événement de plusieurs heures qui réunit des acteurs de doublage, des réalisateurs, des scénaristes, des animateurs, des artistes musicaux liés au projet MAPPA et qui propose des talk-shows, des performances directes, des annonces exclusives, des vidéos promotionnelles et des visuels inédits. Un événement d'autant plus
attendus cette année, qu'on n'avait pas eu vraiment d'événements à se mettre sous la dent l'année dernière, à part une petite participation à l'Anime Festival Asia. Et cette année n'a pas été avare en annonce, très loin de là. Et je vous propose d'en faire un tout petit tour. Du côté du très attendu, une nouvelle bande-annonce de la saison 2 de Jujutsu Kaisen qui a été mise en ligne. Une saison qui s'articulera en 2 parties, dont une pour les connaisseurs sur le passé de Gojo, l'un des personnages du manga. Une saison extrêmement attendue, parce que c'est Mappa, bien sûr, mais parce que c'est aussi la suite d'une première saison qui couvrait les 63 premiers chapitres du manga et qui avait cartonné, qui avait absolument tout cartonné, empochant le prix de l'animé, le prix animé de l'année aux Anime Awards 2021 de Crunchyroll, et qui était régulièrement dans le top 10 des diffusions sur Netflix, et attendu aussi, il faut le dire, tout simplement parce que c'est Jujutsu Kaisen, tout simplement le manga le plus vendu au Japon sur les années fiscales 2021 et 2022, avec un tirage total de la série s'élevant à 70 millions d'exemplaires, un manga dont le canevas Nekketsu, le mélange entre action et humour, semble avoir rapidement conquis une large part du public, dont je ne fais pas du tout partie, mais pourquoi pas? Est-ce que cette saison 2 a l'air de tenir ses promesses? Ça, pour le coup, je vous laisse en juger. L'événement a été aussi l'occasion d'une bande-annonce finale pour la saison 2 de Vinland Saga, alors que 5 épisodes restent à diffuser de ce côté-là. Une bande-annonce qui avait fuité sur Twitter juste avant que l'événement se déroule. Et l'attaque des Titans a eu le droit à un gros panel avec la présence de Romy Park, de Yu Ishikawa, de Yukikazi, 3 des comédiens et comédiennes de doublage de la série qui ont commencé le panel, avec un jeu en direct des scènes les plus percutantes des précédents épisodes de l'anime, mais surtout un nouveau visuel pour cette dernière saison que vous pouvez voir à l'écran, et un visuel qui a été présenté par Yuichiro Hayashi, dont on a déjà parlé ici, le réalisateur de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Alors, bien évidemment, ces 3 énormes mastodontes de l'animation, que sont l'Attaque des Titans, Vinland Saga ou encore Jujutsu Kaisen, ont un peu accaparé toute l'attention, à plus forte raison que, en dehors de quelques panels de discussion et de manière assez décevante par ailleurs, on n'a rien eu à se mettre sous la dent du côté de Chainsaw Man, rien eu à se mettre sous la dent du côté de Hell's Paradise, rien eu du côté de Come Fire Cooking, mais ces œuvres n'ont pas été totalement les seules à briller lors de l'événement, puisqu'on a eu le droit à un premier visuel d'un animé original produit par Mappa, Butsigili, dont la sortie est prévue pour 2024. Série réalisée par Hiroko Utsumi et qui devrait suivre l'histoire de 2 amis qui se retrouvent dans une lutte de pouvoir sans qu'on en sache plus pour le moment. Mais si je ne devais retenir moi que 2 annonces de l'événement, ce serait 1. Le premier visuel du film d'animation produit par la filiale de Mappa, Contrail, confondé par Sunao Katabuchi, qui va aussi réaliser ce film d'animation, le mystérieux The Morning Children, dont l'histoire se déroulera à l'époque Heian, 794-1185, où l'on suivra Sei Shonagon, l'autrice des Notes de chevet, un des chefs-d'œuvre de la littérature japonaise de l'époque. Le cadre me semble hyper intéressant pour y conter des histoires et je suis très curieux de découvrir le résultat final, même si on n'a pas encore de date de sortie. Et je ne peux m'empêcher, les gens, de finir par ce qui est probablement le plus gros projet Mappa de cette année, le film d'animation très attendu Alice Totodesu no Mabori Kojo, réalisé par Mari Okada, une des personnalités les plus importantes de l'industrie de l'animation. Elle a remporté le 16e prix de l'animation de Kobe et elle est surtout connue pour avoir travaillé sur les succès populaires qui ont été Anohana, l'animé le plus dramatique de tous les temps, Toradora, Mobile Suit Gundam, Iron Blood Orphan, et sur son premier film Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana o Kazaro, que Makoto Shinkai s'était empressé
empressé de révérencer et qui était déjà une très chouette première proposition. Alice Toteresu no Mabori Shikojo, un projet important pour Mappa à bien des égards étant donné son budget, mais aussi parce qu'il s'agit symboliquement de marquer les 10 ans du studio, de marquer la première collaboration avec Mari Okada et de montrer que le studio est capable de produire un grand projet d'envergure original sur grand écran. Et original il est, puisque le film nous racontera l'histoire de Masamune, un élève de 3e année qui vit dans une ville dont toutes les sorties ont été fermées en raison d'une explosion soudaine dans une aciérie, provoquant simplement l'arrêt du temps. Mais de sa rencontre un jour avec une fille privée de l'usage de la parole vont naître de grands bouleversements capables de détruire le monde. Un scénario qui est très dans la mouvance de Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai, qui devrait une fois de plus traiter d'une façon ou d'une autre le thème de l'amour si cher à Mari Okada, et ça sort le 15 septembre au Japon. お前にはわかるか、好きって気持ち。退屈の仕業でしょ。大嫌いって気持ちとすごく似てて、変態。なんか痛くって爆発しそうだ。退屈、根こそぎ吹っ飛んでっちゃうようなの。見せてあげようか。 C'est tout pour cet événement Mappa 2023 qui, malgré certaines déceptions de choses qu'on pensait annoncer mais qui ne l'ont pas été à l'instar d'une saison 2 pour Chainsaw Man, Mappa demeure solide sur ses appuis et compte proposer beaucoup d'œuvres ambitieuses pour les prochains mois. Et je ne peux pas finir cette news sans rappeler, on en avait déjà beaucoup parlé, alors je vous invite à redécouvrir les anciens Soft Power, que cette surabondance d'œuvres de qualité, c'est aussi le corollaire de l'exploitation des travailleurs culturels chez Mappa, qui taffent dans des conditions absolument déplorables. Plage de crunch interminable, salaire extrêmement bas par rapport à la moyenne de la profession qui est déjà pas bien haute. On demande aux animateurs de continuer à retoucher leurs dessins jusqu'à tard dans la nuit dans une entreprise que la majorité d'entre eux définit comme une usine. Dans un article de Jérôme Lachat sur BFM, l'un d'entre eux déplore, je cite: je connais une personne qui a travaillé sur 2 épisodes de Chainsaw Man. Elle avait 1 minute à animer à elle toute seule. Elle s'est retrouvée avec un syndrome du canal carpien juste après avoir travaillé sur l'étape intermédiaire de composition de l'image. Elle n'avait pas commencé le cleaning qu'elle s'était déjà cassé le poignet. Un rappel qui fait tout de suite relativiser toutes ces belles séries et ces beaux films qui s'annoncent. Mappa Stage 2023, c'est fini et c'était sacrément riche, pas comme ses animateurs. Il est l'heure de la pause musicale de la semaine. Il est déjà 18h au Japon et 11h en France du coup. On se prépare au rituel, on lève le bras gauche, c'est pas celui-là, c'est l'autre. On lève le bras droit, on se détend, on fait des tours avec la tête pour se sentir bien. Pour celles et ceux qui débarquent ici et qui étaient déjà prêts à quitter, on fait une petite pause musicale d'1 à 2 minutes, histoire de découvrir ou de redécouvrir ensemble un extrait d'une bande originale d'animé et le nom de son compositeur ou de sa compositrice. Et c'est toujours l'occasion de se décourdir les jambes, de remettre de l'eau dans son verre, du café dans la machine ou de la politique dans mon Eurovision. Si vous étiez là la semaine dernière, vous avez la ref. Et on se retrouve juste après pour parler du network CW, pour parler spoiler et pour parler grève dans le milieu de l'e-sport. Allez, à tout de suite. Je change d'écran. Vous êtes toujours dans l'émission Soft Power, la matinale pop culture, tous les vendredis de 10h à midi. Si l'émission vous plaît, vous pouvez la soutenir financièrement en passant par la page Patreon, dont le lien est dans la description des podcasts et de la VOD, ou sur le chat pour celles et ceux qui suivent l'émission en direct. Un soutien financier qui me permettrait d'envisager à moyen et long terme la pérennité, d'envisager la pérennité de l'émission pour ces prochaines années, mais aussi de travailler sur, j'y pense, un Soft Power mensuel spécial Japon, en plus des épisodes hebdomadaires. On n'y est pas encore, mais c'est dans les cartons en fonction du Patreon. Et si la page Patreon vous effraie, vous pouvez aussi vous tourner vers un petit sub ou un petit prime sur Twitch. C'est toujours d'une aide immense. Et pour celles et ceux qui viennent d'arriver et qui souhaiteraient rattraper les premières news, vous pouvez retrouver l'émission en format podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer, bref partout. Et si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des évaluations
évaluations positives partout, j'insiste, parce qu'il y en a très peu encore. Et pourtant, ça aide énormément Software à avancer dans les recommandations. Ça progresse doucement, mais sûrement. Vous pouvez également retrouver l'émission en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD. Et puis bien sûr, le plus important, vous pouvez venir faire coucou, passer ici, dire Keanu Reeves dans le chat, puis assister tranquillement au reste de l'émission en direct chaque vendredi sur Twitch de 10h à midi et en profiter pour follow la chaîne. Vous venez d'entendre un extrait de la bande originale de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, l'adaptation animée du manga de Nakaba Suzuki, extrait sobrement baptisé Perfect Time, co-composition de Hiroyuki Sawano, que je vous ai déjà présenté 1 milliard de fois, et de Takafumi Wada, qui s'est fait découvrir avec son excellent travail sur High School of the Dead, puis sur Seraph of the End, et évidemment sur les 10 milliards de projets The Seven Deadly Sins qui se sont déclinés depuis. Takafumi Wada, dont je vous invite à découvrir le reste du travail. Get your hands in the air, Zoom! The whole timeline's breaking down. Tonight we change the future. Eddie, I'm about to be born. Am I breaking timeline rules by being here? I wasn't gonna say much, but it's fine. You're fine. Flash, flash, flash. You didn't think I was gonna miss how this all turns out, did ya? Surrender, Flash. For the last 9 years, I have watched the people I love suffer and die. My wife is about to give birth to our child. I am trying to save the timeline and Eddie's life. Everybody down! Then you need to believe in the impossible. Hey there, kid. Eddie, wait! C'est absolument dégueulasse. Any last words? I've got 3. Run, Barry. Run. C'est la fin d'une époque pour les amateurs de comics portés sur petit écran, puisque la série The Flash de la chaîne CW s'est éteinte ce mercredi avec la diffusion du 13e et dernier épisode de sa 9e saison, la dernière de la série. C'est la fin de la longue aventure télévisuelle de Barry Allen, alias The Flash, interprété depuis maintenant 9 ans par Grant Gustin, qui a été épaulé pendant ces 9 années par Candice Patton dans le rôle d'Iris, de Daniel Panabaker dans le rôle de Killer Frost, ou encore de Carlos Valdez dans le rôle de Vibe. Une série créée par le trio Gabe Berlanti, Andrew Kreisberg et Geoff Johns. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que The Flash, la série, est le nom de beaucoup de choses dans l'univers de la chaîne CW et même du petit écran. La série s'était illustrée dans un premier temps comme spin-off de la série d'un autre super-héros DC Comics, Arrow, pour finalement composer avec elle ce que les fans ont rapidement nommé le Arrowverse, une constellation de séries télévisées inspirées de comics DC diffusées sur la CW, parmi lesquelles on compte Arrow et The Flash évidemment, bien sûr, mais aussi Supergirl, Legend of Tomorrow, Batwoman, Black Lightning, Superman et Lois, j'en passe, et des meilleurs que j'ai oubliés. Toutes ces séries étant liées bien sûr par ces personnages qui se croisent et s'entrecroisent, et par des événements clés qui en bousculent constamment la narration, mais aussi par la formule CW, comprenait cette mécanique de construction de séries centrées sur des personnages adolescents qui font face à des problèmes personnels, familiaux, scolaires ou amoureux, le tout sur des trames légères et pas toujours très intéressantes, qui nous rappellent souvent les plus mauvais épisodes de Smallville, il faut le dire pour celles et ceux qui s'en souviennent. Et sur cette formule narrative, cette structure classique de la chaîne, vient se superposer un décorum de science-fiction, un décorum surnaturel, un décorum de fantastique, un décorum de super-héros, certes souvent servi par une mise en scène peu inspirée et des effets spéciaux qui attaquent directement la cornée, mais c'est aussi cet aspect kitsch et feuilletonnant qu'on recherche dans les productions CW, qui ont rapidement rendu des concepts et des personnages familiers de par leur retour chaque semaine, là où les films DC et les films du MCU forcent le bégaiement et les rappels pour tenter de faire, tant bien que mal, de faire suivre tout le monde. Ces séries, elles ont été et elles sont d'autant plus importantes pour toute une génération de spectateurs que ces derniers ont constamment poussé à plus de diversité et d'inclusion dans les séries CW, proposant très rapidement et souvent bien avant la concurrence des représentations importantes pour des personnages féminins et LGBT. Dès 2012-2013, Women in Hollywood rapportait que les programmes diffusés sur la CW comportaient le pourcentage le plus élevé de personnages féminins, 51%.
100% et que, je cite, CW est le seul réseau présentant des personnages féminins en proportion numérique précise par rapport à leur représentation dans la population américaine. Et il me semble aussi en parallèle, sur un autre domaine, qu'il y a fort à parier que les séries du Euroverse ont joué un rôle tout à fait capital dans le maintien des personnages de DC dans le conscient collectif pendant plus d'une décennie, en rapprochant ces diffusions hebdomadaires du rythme de parution des comics books dont elles s'inspirent. Et les amateurs ne s'y sont pas trompés avec The Flash, puisque la série s'est rapidement révélée comme la plus importante de cette Arrowverse et le show le plus regardé du réseau. Une popularité qui a rapidement permis à la série de ne plus rien se refuser et a commencé à présenter des concepts pourtant difficilement adaptables sur petit écran, comme la Speed Force, comme les Meta-Humans, très propres aux comics et dont le ridicule, une fois transposé devant une caméra, aurait pu et aurait dû tuer n'importe quel autre projet créatif. The Flash a ainsi ouvert la voie à une narration de plus en plus éclatée, allant sur des terrains de plus en plus étranges, de plus en plus ambitieux aussi, notamment dans certains épisodes ou projets spin-off, avec, à mon avis, ce qui est le pinacle de cette mouvance, le spin-off Legends of Tomorrow, absolument et ridiculement kitsch, mélangeant des licornes, la Révolution française, des super-héros, voyageant à travers la comédie musicale, le western, le film de zombies, le film d'horreur ou carrément le film de Noël, et en faisant mille fois plus pour les histoires de multiverse que ce que le MCU ne pourra jamais rêver faire au cinéma, ou encore lorsque la CW a des années en avance a par exemple introduit des personnages comme Vixen ou comme Ray via des courts-métrages en animé avant de les intégrer en série live action des années avant la concurrence. Mais parce que toutes les choses aussi bonnes qu'étranges ont une fin, la série The Flash est donc arrivée à son terme ce mercredi, au bout du 13e épisode de sa 9e saison. Un final assez spectaculaire, toute proportion gardée, et surtout tout en émotion, dont je ne vous spoilerai absolument rien, évidemment, pour le final pour lequel le showrunner Eric Wallace dit s'être inspiré des fins de Lost, de Angel et de The Office, et sans doute un petit peu de Camoulox aussi. Et voilà, la série The Flash, c'est fini, comme Arrow avant elle. Mais ce pourrait aussi être la fin de la CW telle qu'on la connaissait jusqu'à maintenant. Rachetée par l'énorme conglomérat de diffusion Nexstar l'année dernière, les exécutifs de la CW sont rapidement vus imposer l'obligation d'annuler une dizaine de séries, dont Legends of Tomorrow, dont Batwoman, mais aussi dont les nouvelles versions de Charmed ou de Roswell. Le tout, vous vous en doutez bien, sous couvert de nombreux licenciements. Selon le site Variety, c'est des dizaines d'employés qui ont été renvoyés en novembre de l'année dernière, dont Paul Evitt, le responsable de la communication qui travaillait de longue date pour la CW. Objectif annoncé que vous pourriez déjà écrire dans le chat en commentaire des podcasts et de la VOD, sans que j'ai à le dire: faire face aux crises, à la concurrence accrue des plateformes de streaming, d'où le recalibrage des programmes, voire la bascule du public cible. Quand je vous ai dit que c'était potentiellement la fin de la CW, c'est de ça dont je parlais. Vous voulez un petit peu plus de bullshit marketing? Allez, c'est cadeau. Denis Miller, le nouveau président de la CW, nous a dit, je cite, que sa compréhension et sa capacité à débloquer la valeur des actifs médiatiques en offrant un divertissement à domicile de haute qualité et réussi serviront parfaitement le réseau, son public, ses partenaires et les affiliés de CW à travers le pays. Vous avez rien compris ? Voilà, c'est ce qu'il fallait entendre évidemment. Ce qu'il fallait réellement entendre, c'est de la caillasse. On veut de la caillasse et tant pis pour la casse. On veut un réseau plus rentable, on veut un réseau plus compétitif. Comprenez que la stratégie de Nexstar, c'est la même que celle de Warner Bros. Discovery dont on a parlé il y a quelques semaines. Warner Bros. Discovery qui collabore d'ailleurs avec Nexstar pour cette refonte de la CW. Haha, plot twist. Et on va donc avoir une bascule de cible éditoriale vers un public plus âgé. Actuellement, le public est en moyenne de 18 à 34 ans. Sauf que Nexstar aimerait le bouger à 58 ans, une cible beaucoup plus nombreuse, beaucoup plus fidèle que le public actuel. Et puis, Nexstar souhaiterait aussi une augmentation importante d'émissions non scénarisées. Il faut entendre à 90% de la télé-réalité et des talk-shows, parfois entrecoupés de documentaires. Et c'est tout ça dont le final de la série The Flash de ce mercredi est le nom. Un final qui marque la fin d'une série, la fin d'une gigantesque histoire multi-support, mais aussi la fin d'un espace unique à la télévision, d'un incubateur d'artistes qui y trouvaient là le support de leurs ambitions à petit budget et où pouvaient s'exprimer toujours davantage de diversité et d'inclusion. Au revoir Barry,
au revoir CW, et il faudra au moins toute la vitesse de The Flash pour fuir le plus loin possible de ce qui s'annonce du côté Nexstar pour la suite des événements. Les gens redirection le Japon, puisque la semaine dernière, la police de la préfecture de Miyagi a annoncé avoir arrêté Shinobu Yoshida, un homme de 52 ans dans la ville de Nagoya, pour avoir enfreint la loi sur le droit d'auteur en mettant en ligne des séquences du jeu Steins Gate My Darling's Embrace, dont vous venez de voir quelques extraits, des séquences de jeu postées sous forme de let's play, best-ofisé, montées, animées afin de suivre sa progression dans le jeu jusqu'à la fin de celui-ci, un classique de YouTube et de Twitch, alors vous connaissez un petit peu le format, mais aussi des extraits commentés de Spy Family, un animé très populaire en ce moment au Japon, le tout bien sûr dans des vidéos monétisées parce qu'il n'y a pas de petits profits. Alors là, je vous vois venir, vous allez me dire, vous aurez tout à fait raison, ce type de let's play, de commentaires de jeux, de films ou d'œuvres culturelles au sens large, on en a tous et toutes déjà vu 1 milliard de fois sur Internet et a fortiori sur YouTube où l'homme a officié pendant des années. Sauf que visiblement, pour Kadokawa, cette fois-ci, c'est pas passé. Kadokawa, le détenteur des droits, notamment du jeu Steins Gate, est l'une des plus grandes entreprises de divertissement au Japon. Pour cette entreprise de divertissement, l'habitude ne fait pas la règle et les vidéos de Steins Gate constituait une violation du droit d'auteur en ce qu'elle spoilait le jeu, a fortiori que celui-ci est un visual novel, je ne sais pas, une forme de fiction interactive numérique qui repose principalement sur la narration et non sur l'interaction du joueur. Et ce faisant, pour Kadokawa, regarder une vidéo montrant le jeu revient totalement à supprimer l'intérêt de jouer par soi-même et donc d'acheter le jeu. Vous aurez bien compris que l'argument artistique, c'est toujours le brin d'herbe qui masque très mal la forêt de 6 hectares. Kadokawa a alors décidé de déposer plainte. L'homme a été arrêté et a reconnu les faits en soulignant au passage qu'il savait parfaitement que ce qu'il faisait était illégal, mais qu'il a joué le jeu quand même, au sens propre comme au sens figuré. Vous l'aurez compris. Et bien sûr, la Kontetsukai ga Ryutsu Shinkiko, l'organisation créée en 2002 pour encadrer la distribution internationale de contenu japonais, mais surtout pour prendre des contre-mesures contre la violation du droit d'auteur et contre le piratage, organisation dont on avait parlé la semaine dernière, il me semble, et dont on a un petit peu rigolé, s'est empressé de se féliciter de cette arrestation, précisant au passage qu'il s'agissait de la première arrestation du genre au Japon, afférent à la mise en ligne d'une séquence de jeu et sur la base du spoiler. Il faut dire qu'en ce qui concerne ce qui est diffusable ou non en ligne, vous le savez si vous êtes comme moi créateur ou créatrice de contenu sur Internet, les sociétés de médias et les développeurs de jeux n'établissent que très sporadiquement des directives sur la quantité et les sections de leurs jeux que les créateurs de contenu sont autorisés à diffuser ou à mettre en ligne et quel contenu est autorisé à être monétisé ou non. Et quand c'est bien le cas, tout se fait au cas par cas puisqu'il n'existe pas de normes à l'échelle de l'industrie. L'éditeur Spy Chunsoft par exemple avait établi des règles extrêmement précises pour ses visual novels Danganronpa, une série de jeux vidéo développée depuis 2010 qui a connu moult itérations, puisque les joueurs pouvaient diffuser une partie du jeu jusqu'à tel chapitre ou jusqu'à tel nombre d'alliés que vous alliez rencontrer dans l'aventure. D'autres sociétés visent quant à elles explicitement des moments d'histoire, des éléments d'interface, des mécaniques de jeu ou le plus souvent des timings commerciaux. Les joueurs qui avaient diffusé il y a quelques semaines du Zelda Tears of the Kingdom avant la sortie du jeu ont passé un très mauvais moment sur Internet, voyant en général leur chaîne YouTube ou Twitch tout simplement effacée du jour au lendemain. Et puis, à côté, d'autres sociétés suivent des réglementations un peu plus souples, notamment pour celles qui produisent des jeux de combat, dont la diffusion fait partie de l'écosystème du jeu. On peut penser aussi à Capcom, qui a souvent autorisé la monétisation des séquences de Resident Evil ou de Monster Hunter, et de Nintendo, qui, il y a quelques années, poursuivait jusqu'en enfer celles et ceux qui osaient ne serait-ce qu'imiter le bruit du logo GameCube à la bouche, autorise désormais la monétisation de séquences de jeux si le créateur du contenu fait partie d'un programme de partenariat avec YouTube. Bref, c'est le flou total pour les créateurs de contenu et mercredi dernier, c'est tombé sur Shinobu dans un contexte japonais où l'arsenal législatif de défense du droit d'auteur s'est nettement renforcé en janvier 2021, où la question de droit d'auteur et le rapport aux spoilers se sont durcis et où en parallèle, on estime à 800 millions le nombre de spectateurs de vidéos let's play à travers le monde. L'organisation japonaise de lutte contre le piratage et pour la défense du droit d'auteur s'est évidemment empressée de rappeler que, en principe,
En principe, toute utilisation de vidéos de gameplay nécessite l'autorisation du détenteur des droits. Si vous trouvez ça en principe complètement flou, c'est en principe tout à fait normal. Dans cette affaire, le droit d'auteur a une nouvelle fois très rapidement brandi pour contrôler la production et la diffusion de contenu, empêchant au passage toute forme de réappropriation, de critique ou de transformation de l'œuvre originale. A fortiori, pour les visual novels où la diffusion en ligne permet souvent à des amateurs du genre d'outrepasser la barrière linguistique et de découvrir l'œuvre. Et une affaire qui, en creux, il me semble, et là je vais m'avancer un petit peu, alors prenez pas tout pour argent comptant, une affaire qui, il me semble, repose une nouvelle fois la question de notre rapport au spoiler, au fait de divulgacher une partie de l'intrigue, des péripéties d'une œuvre, puisque c'est bien le fait de spoiler l'histoire de Steins Gate qui a servi de justification à Kadokawa en l'espèce, et il me semble tout à fait nécessaire de discuter de ça aussi, parce que spoiler une œuvre, c'est une pratique culturelle désormais largement entérinée dans nos habitudes de consommation, et en ce sens, elle répond à plusieurs fonctions, une fonction de partage et d'échange autour des œuvres culturelles, une fonction structurante en permettant à celles et ceux qui la partagent de créer du commun dans les intervalles temporels entre la diffusion et la réception des épisodes, qui varient selon les modes de consommation, et puis une fonction de sabotage, de domination aussi, entre autres, pourquoi pas. Mais le spoiler, c'est aussi une pratique qui en dit long sur notre rapport moderne à la culture, où les médiums et leur grammaire sont relayés au second plan, et où tout n'est plus qu'intrigue, plot twist, climax, cliffhanger, savamment distillé par des entreprises culturelles pour stimuler la demande autour de leurs produits, en jouant sur la curiosité, l'impatience, sur la frustration du public. Le spoiler étant ce rouage bien utile à une certaine logique marchande et consomériste, ou pour éviter d'être spoilé, puisque l'intrigue est désormais le centre de tout, il faut regarder vite, il faut écouter vite, il faut lire vite, avant de finalement creuser le spoiler, l'analyser, le décortiquer, d'en voir tout le foreshadowing et tous les petits indices pour la suite des événements. Et il va falloir, encore une fois, à ce moment-là, partager vite, discuter vite. Rappelez-vous cet exemple assez hallucinant dont on avait déjà parlé à la sortie d'Avengers Endgame, où les réalisateurs avaient officiellement donné un laps de temps de 2 semaines pendant lesquelles les fans n'avaient pas le droit de parler, de spoiler le film sur les réseaux sociaux. Une règle qui avait été largement applaudie par bon nombre d'entre eux, qui déclaraient à l'époque pouvoir sereinement pouvoir s'engouffrer dans les salles sans se questionner une seule seconde sur le bien fondé de cette forme de contrôle étendu de notre réception d'une œuvre culturelle, ce qui personnellement ne manque pas de me faire flipper, surtout quand les fans se mettent en cercle pour en tabasser un autre qui avait sciemment spoilé le film, et ça à sa sortie à Hong Kong, et ça oui c'est vraiment arrivé, et c'est, il me semble, un peu de tout ça dont cette affaire parle en creux, ce qui aurait pu s'apparenter à un simple fait divers, mais que voulez-vous, vous le savez, vous êtes sur Soft Power, la matinale pop culture où on fait des tunnels sociaux, politico, économiques de 2 heures sur le dernier costume de Keanu Reeves. Abonnez-vous, et en attendant, courage à Shinobu, qui sait, peut-être que son histoire fera l'objet aussi d'un visual novel. Quoi de mieux pour terminer les news de cette semaine que par les grèves, que par les manifestations et que par les protestations, et ma langue fourche de plus en plus. Est-ce qu'on est à quelques encablures d'une grève historique pour le monde de l'e-sport ? C'est en tout cas la question qu'on peut se poser cette semaine, puisque les joueurs professionnels de League of Legends, de la LCS, la plus importante ligue nord-américaine du jeu, retenez bien ce nom, LCS, seront appelés à voter ce dimanche sur une proposition de grève pour protester contre les récents changements apportés au circuit amateur de la région, et en cas de succès, il signerait là une action collective historique à un tel niveau de l'e-sport. Dans le rétroviseur, une décision récente de Riot Games, l'entreprise derrière l'extrêmement populaire League of Legends, qui vise à modifier la règle selon laquelle les propriétaires des équipes d'athlètes au niveau de la LCS devaient aussi obligatoirement posséder une équipe dans la Challengers League, la NACL, une ligue de moindre niveau, ce qui permet
permettait à des joueurs de League of Legends de concourir dans un autre tournoi à part entière, mais surtout ce qui leur donnait une opportunité pour les plus talentueux d'entre eux de se faire remarquer et de progresser dans le circuit professionnel. L'idée, c'est que si vous étiez un petit peu perdu, il y avait la possibilité de passer de la Ligue NACL, plutôt amateur, à la Ligue LCS, la grande ligue nord-américaine du jeu. À tel point que la NACL a longtemps été considérée comme une courroie de transmission pour la LCS, mais ça, c'était avant, puisque le 12 mai dernier, Riot Games a annoncé qu'il supprimerait cette exigence pour les propriétaires d'équipes de la LCS d'en avoir une aussi dans la NACL, et le résultat s'est pas fait attendre. En l'espace de quelques jours, pour rationaliser les coûts, voilà, encore et toujours, une majorité des équipes de la LCS ont annoncé qu'elles se séparaient de leur versant NACL, mettant ainsi en dehors des dizaines de joueurs qui se sont retrouvés un peu du jour au lendemain sans activité. Un move qui fait mal de la part de l'entreprise qui il y a à peine un mois annonçait travailler activement à créer l'avenir de l'e-sport. C'était peut-être pas tout à fait l'avenir qu'on attendait. En réponse, le conseil exécutif de la LCSPA, une association de joueurs de la LCS fondée en 2017, dont les attributions encore limitées la font ressembler à un proto-syndicat qui ne dit pas son nom, a voté lundi soir pour le lancement d'un autre vote qui se tiendra ce dimanche parmi les 50 joueurs de la LCS membres de l'association pour le déclenchement d'une éventuelle grève. Phil Aram, le directeur exécutif de l'association, a déclaré que celle-ci n'avait pas été informée en amont de la décision de Riot Games. Je cite, « Nous n'avons pas pu avoir de négociations de quelque nature que ce soit, comme nous en avons eu dans le passé. Ces décisions ont été prises sans notre consentement et sans considération pour nous ou pour la Ligue. Elles sont ainsi inacceptables. » D'où l'appel au vote ce dimanche. Une grève qui, si elle était votée, serait historique, comme je le disais, du fait du haut niveau d'e-sport dans lequel elle serait mise en place. Et une grève qui pourrait influencer une certaine structuration des joueurs professionnels dans un moment particulier de l'e-sport où que certains ont nommé l'hiver de l'e-sport, où bon nombre d'organisations ont procédé à des coupes ces derniers mois en réponse à un désintérêt croissant des investisseurs pour le sport électronique. Après des années fastes, notamment en période Covid, le monde de l'e-sport fait désormais face à une sorte de déréalisation et de nombreux propriétaires d'équipes se mettent à vendre, à licencier à tour de bras, à mettre fin au contrat de leurs joueurs vedettes. L'équipe Evil Geniuses s'est séparée d'une grande partie de ses joueurs de League of Legends. 100 Thief a licencié employés et cadres supérieurs, et Fast Clan, un groupe d'e-sport entré en bourse l'année dernière, a vu une plongée de son action dans les abîmes de l'infini, à tel point que la Nasdaq les menace actuellement de radiation si l'action ne remonte pas. Ce à quoi Fast Clan a commencé à répondre par quoi ? Par le licenciement de 40% de ses employés, 40%. Et cet hiver de l'e-sport est d'autant plus rude que les spectateurs eux-mêmes semblent perdre en intérêt. La LCS de cette année a accusé une baisse de 13% par rapport à l'année dernière et de 32% par rapport à 2021, selon les estimations d'eSport Charts. Est-ce seulement un mouvement passager ou une large tendance de fond dans le monde de l'e-sport ? Ça, seul l'avenir nous le dira, mais il est clair que dans un cas comme dans l'autre, les travailleurs du sport électronique ont tout intérêt à se regrouper pour faire front, histoire de mettre un petit peu de chauffage dans ce long hiver qui s'avance. Rendez-vous, les gens, ce dimanche pour le vote ou non de la grève de la LCSPA. Voilà les gens, c'est terminé pour les news de cette semaine. J'aurais pu vous parler de l'incroyablement fine proposition de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, d'afficher un message de prévention sur les images générées par des intelligences artificielles génératives pour dire qu'elles ont été générées par des intelligences artificielles génératives. Arrêtez tout, c'est bon, on a résolu le problème des fake news. Ça, c'est vrai, j'aurais pu un petit peu vous en parler. J'aurais pu peut-être vous parler aussi du lancement du service Max dont on avait déjà parlé et qui rencontre évidemment tout un tas de problèmes techniques et d'autres liés à la confusion des utilisateurs qui n'ont pas bien compris ce qu'il était advenu de leur service HBO Max. J'aurais pu vous parler du fait que Netflix étende ses restrictions sur le partage des mots de passe dans le monde, toujours dans l'objectif bien sûr de forcer la main à tout un nouveau public et qui fait écho aux restrictions ces derniers mois quant au partage de comptes. Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé. J'aurais pu vous parler de l'incroyable nouvelle campagne anti-piratage de l'Arcom dont il vaut mieux rire, je crois, que pleurer.
J'aurais pu vous parler de quoi d'autre ? J'aurais pu vous parler du débat un petit peu sombre des producteurs et financiers du Festival de Cannes qui ont débattu de l'avenir du cinéma indépendant. J'aurais pu vous parler de la bande-annonce, première bande-annonce, vraie bande-annonce du film Barbie. J'aurais pu vous parler de Meta qui compte lancer un concurrent à Twitter prochainement. J'aurais pu aussi vous dire que Netflix embauche Arnold Schwarzenegger en tant que directeur de l'action. Quoi que ça veut dire, aucune idée. J'aurais pu vous parler de la proposition de loi du Massachusetts d'interdire la tarification dynamique des billets. On en avait déjà un petit peu parlé vis-à-vis de Taylor Swift et aussi des billets de l'Eurovision il y a quelques mois maintenant. Mais c'est déjà pas mal pour cette semaine et je vous propose d'attaquer sans temps mort les recommandations. J'avais la chance d'avoir Mathieu comme guide. Il est créateur de jouets et il va me faire découvrir un nouveau monde. Un monde de monstres et de jouets. Si tu veux vraiment parler de sophobie en production, c'est pas la même façon de sculpter qu'à l'origine. C'est des pièces qui sont faites en cire, et après qu'elles soient faites en cire, ils viennent les mecs dans des bacs où il y a une espèce de liquide avec de l'électricité, et t'as tout le métal qui vient se coller à la cire. Et c'est comme ça qu'ils fabriquent les moules. Ils font ça pendant 30 jours, et justement tu te retrouves avec le moule. Donc en fait la sculpture elle est quand même beaucoup plus grossière qu'une sculpture 3D qu'on ferait aujourd'hui. Après il y en a qui font leur sculpture. Pour bien commencer les recommandations, je vous propose cette semaine de venir au Japon, d'accompagner Romain Oulès dans son voyage au pays des fleurs en cerisier, à moins que ce soit l'inverse. Un voyage pour nous parler monstres et autres kaiju, images du Japon à l'appui. Mais si cette vidéo m'a paru aussi chouette, c'est qu'il y a un twist. Des vidéos sur les monstres et sur les kaiju, il y en a déjà beaucoup, il y en a pléthore sur YouTube. Mais ici, c'est l'angle qui interpelle, puisqu'avec la participation de Mathieu d'Abyss Style Studio, Romain Oulès part des monstres classiques pour mieux nous parler de l'émergence de la scène autonome Sofubi pour soft vinyl, un matériau utilisé pour fabriquer des figurines creuses en PVC souple, qui est particulièrement utilisé pour les figurines de monstres japonais. Et si originellement étaient représentés Godzilla, Gamera, Mothra, la scène Sofubi s'est rapidement offert ses propres créations originales, empreintes à la fois de respect pour leurs origines et d'envie de faire bouger les lignes. Japon, le pays des monstres, c'est sur la chaîne YouTube de Romain Oulès et c'était étonnamment chouette. Justement, revenons à nos moutons électriques. Tu l'as ? Oui. Revenons à nos moutons signifie ramener la conversation au sujet initial. L'ajout du terme « électrique » fait référence au roman Do Androids Dream of Electric Sheep de Philippe K. Dick, qui a été adapté en film sous le titre de Blade Runner. Un mouton. Wow, bah parfait. Donc, intelligence artificielle de Steven Spielberg. Au début du film, Monica, la mère de famille, est mal à l'aise avec David l'enfant robot, car il semble être un peu trop parfait et parfaitement... Je savais déjà que la chaîne Calmos était capable de sortir des vidéos à la fois passionnantes et extrêmement bien produites. Et devinez quoi ? C'est encore une fois de plus le cas cette semaine avec une excellente vidéo qui revient sur le film AI de Steven Spielberg, un film de science-fiction sorti en 2001 qui raconte l'histoire de David, un enfant robot qui cherche à devenir un vrai garçon pour être aimé par sa mère adoptive. Le film est basé sur une idée de Stanley Kubrick et une nouvelle de Brian Aldiss et il explore des thèmes comme l'intelligence artificielle, l'amour, la famille et l'humanité. Et l'équipe Calmos revient sur tout ceci dans une vidéo en partie réalisée avec l'aide de ChatGPT qui pour la mise en scène se trouve affublé d'une voix. C'est vraiment bien écrit, c'est bien rythmé, c'est évidemment recommandé et il y a peu de chances que vous ayez la sensation d'avoir perdu votre temps. On a analysé AI de Spielberg avec une IA, c'est sur la chaîne de Calmos que ça se passe. Du héros la plus terrible de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que la scène, en plus, qui a été coupée et qui est apparue dans Director's Cut, regardez Director's Cut, mais il est très éprouvant de Robocop, quoi. La scène, elle dure des centaines de secondes, quoi. Et donc, on a un policier, Alex Murphy, qui se fait prendre plus ou moins dans une espèce d'embuscade, dans un univers, alors, mais c'est très Verhoeven, hein, sur ça, là, à ce niveau-là. Il a tout lâché, en fait, sur ce film. Vous le savez déjà, je passe mes journées à crier mon amour pour le travail de Philippe Maïsetti sur Twitch, mais ça, c'était avant, parce que le Bougre fait désormais partie d'un collectif MAP, constellation de personnalités toutes plus riches les unes que les autres, mais surtout des personnalités bosseuses, ce qui transparaît dans chacun des lives politiques, poétiques, qui parlent pop culture ou n'en parlent pas. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'un des formats de la chaîne qui en parle, le format pop
Plus, dont la VOD est disponible sur YouTube. Le format Pop Plus, c'est le service après-vente de l'émission Pop du mardi soir, dont on a déjà parlé, et qui consiste à ce que plusieurs voix s'entremêlent poétiquement à travers la pop culture autour de thématiques qui se renouvellent à chaque émission. Et Pop Plus, c'est donc le service après-vente, avec dans l'émission de cette semaine la thématique cyborg, créature, réalité augmentée, dans laquelle Philippe revient sur certaines grandes créatures mythiques, le golem, le monstre de Frankenstein, mais ça parle aussi beaucoup, moi c'est ce qui m'a le plus intéressé, histoire de la machine, de la construction de l'homme comme machine, de Robocop, de Terminator. Dès que j'ai vu Schwarzy, j'étais évidemment très content. Ça prend le temps de poser les choses à travers des articles, à travers des vidéos, et ça pose des réflexions assez passionnantes sur le sujet. C'est bien, c'est comme d'habitude. Cyborg, créateur, réalité augmentée, c'est sur la chaîne MAP que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur Twitch. Je dirais à mode montant, la réalité virtuelle avec vos trucs maintenant, à mode montant, on était sur des vrais ordinateurs. Voilà. Mais c'est vrai que cet effet du coup générationnel joue aussi beaucoup dans cette fragmentation entre guillemets et sur l'usage du mot geek. Moi j'ai vraiment interrogé des gens, justement je voulais un peu élargir dans mes travaux de recherche, et bien des gens qui avaient grandi dans les années 80 pour le coup, au tout début des années 80, ils disaient mais moi geek ça n'a aucun sens parce que moi j'étais un rôliste. Mais en fait tout ce qu'il me disait de sa culture c'était geek, vraiment. Sauf que lui, sa niche c'était rôliste, donc il a pas besoin de geek, et geek c'était un truc, moi je comprends pas, c'est un truc. Mais il y a eu une génération en fait, les gens qui ont grandi au milieu des années 2000 jusqu'aux années 2000. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du festival Les Intergalactiques ? Les Intergalactiques, c'est un événement culturel lyonnais consacré à la science-fiction, aux sciences et à la culture populaire qui se déroule chaque année au mois d'avril à la MJC Montplaisir et dans d'autres lieux partenaires, avec au programme des tables rondes, des projections de films, un salon du livre, des jeux de rôle et des rencontres avec des auteurs, des autrices et des artistes. C'est un festival qui explore les différentes facettes de l'imaginaire et du réel, notamment à travers la science-fiction. L'édition de cette année s'est déroulée du 13 au 18 avril 2023 sur le thème du désir de savoir, où bon nombre d'invités ont échangé autour du rapport entre culture de l'imaginaire et science. Et ça tombe bien, puisque la chaîne YouTube de l'événement met en ligne régulièrement les tables rondes qui ont eu lieu pendant ces 5 jours. Et la vidéo que je vous propose aujourd'hui est la retransmission de la table ronde relative à la sociologie des publics et de la culture geek. La table est animée par Benjamin Patino de la chaîne Bolché Geek, dont je ne crois pas déjà avoir parlé. Il faudrait vraiment que je vérifie ça. Et dont les intervenants sont David Perron, Fred de la chaîne Patchwork et Guillaume Chamanadian, 3 acteurs de l'imaginaire, 2 essayistes vidéo, un responsable de développement marketing dans l'édition et un sociologue pour discuter à propos des spécificités de la réception des œuvres de l'imaginaire et des enjeux de la construction d'une culture et d'une identité commune. Une discussion assez passionnante, je dois dire, beaucoup plus que certaines remarques du public en tout cas, que je vous invite à découvrir dans son intégralité. Moi, c'est des questions qui me passionnent et je pense qu'on interviewera prochainement dans Soft Power certains des intervenants de la sociologie des publics et de la culture geek. C'est sur la chaîne du festival Les Intergalactiques. Voilà, c'est la fin de Soft Power. Je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vendredi prochain, de 10h à midi, heure française sur Twitch. Et si vous avez manqué des news ou que vous voulez les réécouter, vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui et toutes les précédentes en format podcast un peu partout, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Apple Podcast, mais aussi en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD. Vous en avez l'habitude, lien dans le chat et dans la description. Et j'en profite pour souligner que la semaine prochaine, ou maximum dans 2 semaines, je commencerai le format entretien, le format discussion avec des invités en 3e partie d'émission, histoire qu'on reste dans une dynamique où l'émission gagne en profondeur et en qualité un petit peu plus à chaque fois. C'est la bonne occasion pour moi de vous rappeler d'ailleurs que, évidemment, si l'émission vous plaît, vous pouvez me permettre de me dégager quelques petites heures supplémentaires pour fournir tout ce travail en soutenant l'émission sur ma page Patreon, dont le lien est dans la description, ou en vous abonnant à la chaîne Twitch. Vous pouvez bien sûr follow la chaîne, venir en live le vendredi, mettre des pouces bleus, des étoiles, etc. Tout ce qui peut aider l'émission à grandir un peu. Allez, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi Soft Power aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, vendredi 10h pour une nouvelle émission. Allez, ciao!